À Chamonix, aujourd'hui, la ville est particulièrement animée. De nombreux touristes circulent dans ce marché en plein air, qui a des allures de village olympique. Tenue sportive et kawaii de rigueur, le top départ est pour bientôt. Avec des milliers et des milliers de visiteurs qui nous rejoignent, il y a des centaines Il n'y a pas besoin de régler. Si tu veux partir tout de suite, prendre l'avance un peu. Parce que t'as entendu, non? Parmi les athlètes, Mathieu, 40 ans. Notaire dans la région de Saint-Étienne, il est venu passer quelques jours en famille dans la station savoyarde. Il va participer à l'événement sportif majeur de la région, l'Ultra Trail Mont-Blanc. Une course à pied extrême, 168 km autour du toit de l'Europe, que les concurrents doivent réaliser en moins de 46 heures. Un défi physique dont le cadre naturel et sauvage a fait la renommée dans toute l'Europe. Je pense que si elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui en si peu d'éditions, finalement en 10 ans à peine, c'est justement par le caractère majestueux du cadre qui l'entoure, à savoir bien entendu le Mont Blanc, qui est juste au-dessus de notre tête, qui a fait la renommée de la ville de Chamonix. Au-delà de la performance sportive, l'Ultra Trail, c'est aussi un formidable moteur économique pour la ville. 2300 concurrents qui séjournent avec leurs familles. Des milliers de spectateurs. En tout, ce sont près de 2 millions d'euros qui rentrent dans les caisses de la ville. Des événements sportifs ou culturels, Chamonix en organise des dizaines chaque année, et toujours avec le même succès. Tout cela grâce à sa formidable situation géographique, au pied du Mont Blanc. Le Mont Blanc, plus qu'une montagne, une légende. Depuis le XVIIIe siècle, les alpinistes du monde entier cherchent à accrocher son nom à leur palmarès. Un mythe qui profite à toute une région, et en particulier à une ville, Chamonix. Depuis 1921, un décret a permis à la ville d'associer son nom avec celui de la célèbre montagne. Chamonix-Mont-Blanc était né. Et depuis, la station fait le plein toute l'année. En hiver, les skieurs remplissent les hôtels et autres pensions. L'été, les randonneurs et les grimpeurs prennent le relais. Ici, pas moins de 2 millions de visiteurs transitent chaque année. Alors quels sont les Savoyards qui ont su le mieux profiter de la notoriété du Mont Blanc? Enquête sur un petit village de paysans, devenu aujourd'hui l'une des stations les plus riches de France. Le secteur d'activité qui profite le plus du boom touristique de Chamonix, c'est celui de l'immobilier. Entre 2000 et 2008, le prix moyen du mètre carré a augmenté de plus de 15%. Il se situe aujourd'hui entre 6 000 et 12 000 euros, c'est l'un des plus élevés de France. Il faut dire qu'à Chamonix, la demande de logement a explosé, alors que l'offre, elle, est limitée, tout simplement pour des raisons géographiques. Car la ville est coincée entre une rivière, l'Arve, dont les crues peuvent être dévastatrices, et des couloirs d'avalanche à flanc de montagne. Du coup, la superficie des terrains constructibles n'est pas extensible. Alors les agents immobiliers sont à l'affût de la moindre affaire. Et pour dénicher les meilleures offres, ils se livrent une guerre sans merci. Dis, je voulais savoir du coup, est-ce que tu as pu avoir Jill et voir pour le rendez-vous avec Simon pour soit vendredi, soit samedi du coup? Oui, je l'ai eu. Magali est agent immobilier à Chamonix depuis 3 ans. Un Eldorado dont elle compte bien profiter au maximum. Et voilà, normalement, je dois avoir une offre pour toi. D'accord, bon. Dimanche après-midi. Les prix de l'immobilier local sont devenus si élevés qu'elle a fait un choix. S'adresser en priorité à des clients étrangers, qui ont un pouvoir d'achat suffisamment important pour débourser les sommes réclamées ici par les propriétaires. Et pour cela, elle a développé un partenariat avec des agents internationaux qui relaient les offres de son agence auprès de riches clients américains, russes ou européens. Oui, à Chamonix, on a une clientèle qui est quand même cosmopolite. On a les Italiens, les Anglais, les Suisses. En ce moment, on a quand même des Français. Mais là, c'était un partenaire qui, lui, draine une clientèle exclusivement étrangère. Et du coup, on a travaillé en collaboration. Il nous amène les clients, nous, on a les biens. Et comme ça, on arrive à faire plusieurs transactions dans l'année. Chris est un agent immobilier britannique. Il est à la recherche d'appartements ou de chalets pour le compte de riches clients anglais. Ça va? Et toi?
Oui, très bien. Aujourd'hui, il a fait le déplacement depuis Londres. Il ne peut pas venir très souvent. Alors Magali va lui faire visiter quelques biens immobiliers en espérant le convaincre. Bien chargé aujourd'hui. Bon, on va essayer d'être efficace. Ce que je voulais te montrer, il a la super vue sur le massif et tu verras, c'est un chalet qui est un peu atypique, mais je pense que par rapport au client que tu m'as parlé, ça pourrait correspondre. D'accord. Ici, le produit que tous les clients fortunés recherchent, c'est le chalet savoyard typique. Il peut coûter plusieurs millions d'euros et trouver très rapidement preneur. Mais il doit réunir un certain nombre de critères pour séduire les acheteurs. Des critères que Magali connaît très bien. Donc là, on est vraiment dans l'esprit chalet, montagne, limite refuge en fait, où on a beaucoup de bois et un cachet plus ancien. Puis après, on ira voir celui-là. Du cachet, c'est une chose, mais le critère principal, celui qui fera toute la différence, c'est l'emplacement. En fonction de sa situation géographique, le prix d'un chalet peut varier de plus ou moins 30%. Et bien sûr, le must à Chamonix, c'est d'offrir la vue sur la fierté de la région, le Mont Blanc. Un atout que possède justement le bien que Magali veut présenter à Chris aujourd'hui. Bonjour Pascal. Salut. Ça va? Bonjour, oui ça va et toi? Oui. Dès le premier coup d'œil, l'agent immobilier britannique est sous le charme. C'est vrai. La vue est vraiment excellente. Ouais. Les gens qui C'est dépensent une certaine somme pour acheter un chalet à Chamonix veulent avoir la vue sur le Mont Blanc. On est autant pour un appartement, les gens arrivent à faire le sacrifice, et pour un chalet, il faut cette vue, voilà. Donc là, il y a une grande chambre de maître qui est depuis le lit. Ça, il faut qu'on le dise bien aux clients, puisque du coup, depuis le lit allongé, tu as la vue sur le Mont Blanc et sur tout le massif, quoi. C'est juste... voilà. Pour être sûr de séduire son partenaire anglais, Magali a sélectionné un chalet qui possède de sacrés atouts. Un mobilier et une décoration savoyarde typique, en bois précieux, mais aussi un équipement high-tech. Donc l'escalier était fait sur mesure, avec toujours ce mélange de bois de métal. Une terrasse et même un jardin privatif, orienté vers le massif montagneux. Le prix de vente est très élevé, 2 millions d'euros. Mais Magali sait que l'agent immobilier britannique peut lui trouver des acheteurs sans difficulté pour un bien d'une telle qualité. Si tout se passe bien, cette demeure devrait être vendue en moins de 15 jours. Donc fin d'année, fin d'été, il y a un peu plus de pression. Les gens ils pensent que s'ils n'ont pas acheté maintenant, il ne va pas avoir les clés pour Noël. Donc on voit les gens, voilà, ils décident plus facilement en ce moment. Quand on a pour clients de riches étrangers, la meilleure façon de faire de bonnes affaires, c'est de cultiver ses réseaux. Alors Magali prend un soin tout particulier de ses acheteurs, même une fois la transaction effectuée. L'enjeu est de taille pour elle, faire en sorte que les clients fortunés lui fassent une bonne publicité auprès de leurs amis. Ses futures ventes en dépendent. Ce matin, Magali a rendez-vous dans le quartier le plus huppé de la ville, il s'appelle La Mousson. Ici, des entreprises de travaux publics sont en train de terminer un énorme chantier de réhabilitation. De vieux chalets traditionnels qui seront ensuite vendus à prix d'or. Ici se tenait une ferme savoyarde. Magali et un promoteur l'ont rachetée, 1,2 million d'euros, avant de la raser pour construire à la place ces 2 chalets modernes, divisés en 4 duplex. Un chantier qui a nécessité d'importants travaux de soutènement. Vu que le terrain est très en pente, il a fallu tenir les constructions. Donc là, on ne se rend pas compte, mais sous nos pieds, ça a été creusé sur au moins 10 ou 20 mètres. Et du coup, il y a un grand mur qui tient tout le talus, et en l'occurrence, les maisons du dessus. Un travail colossal, mais le jeu en valait la chandelle. Grâce à ces fondations, le promoteur a pu construire 2 chalets grand luxe, divisés chacun en 2 duplex de 160 mètres carrés. Ce sont donc 4 logements qui sont proposés à la vente pour 1,8 million d'euros, soit près de 12 000 euros le mètre carré. Le même prix que dans les plus beaux quartiers de Paris. Mais à ce tarif-là, les clients ont droit à une exposition plein sud et bien sûr une vue exceptionnelle sur le Mont Blanc. Et bonjour Magali. Hi, come on in. How you doing? I'm good. And you? Hello. Hi, Magali, how are you? Accompagné de Mario, son chef de chantier, Magali se rend chez Gary et son épouse. Ils sont les tout premiers acquéreurs du programme
et sont à Chamonix pour quelques jours. Mais pour Magali, le service après-vente est presque aussi important que la vente elle-même. Il faut dire que ce couple de Néo-Zélandais installé à Londres gravite dans les hautes sphères de la finance. Ils ont de nombreuses relations. S'ils sont satisfaits, Magali espère qu'ils lui enverront d'autres clients tout aussi aisés financièrement. C'est pour cela qu'elle est aux petits soins. Et ça tombe bien, Gary a quelques revendications. Il faudrait mettre un variateur de lumière ici, pour faire de l'ambiance. Le frigo gèle dans le fond, tu vois. Et cette prise-là, elle ne fonctionne pas. Et là, il faudrait repeindre le coin du plafond. Magali et Mario notent scrupuleusement chaque remarque de Gary. Ce sont des problèmes mineurs qui doivent néanmoins être résolus au plus vite. On ne plaisante pas avec de tels clients. Dès que vous quitterez l'appartement dimanche, Mario viendra avec son équipe pour régler les derniers détails. Ok, nous laisserons une liste de toutes les choses à faire. Le couple a déboursé 1,6 million d'euros pour ce chalet. Magali devrait toucher une commission aux alentours de 5% du prix de vente, soit 80 000 euros environ. Alors pas question de négliger les petits tracas de ces riches clients. Gary est trader à la City de Londres et cet appartement c'est aussi pour lui une opération financière. Quelle vue fantastique! Une vue imprenable sur le Mont Blanc et sur les glaciers du massif. Une situation exceptionnelle que Gary envisage aussi comme un placement à long terme. Si vous demandez à un professionnel de l'immobilier d'établir le prix de location d'un appartement en fonction de son prix d'achat, il vous répondra que vous ne pourrez pas rentabiliser votre investissement si vous ne le louez que la moitié de l'année. Ici, on peut louer été comme hiver. Comme Gary et Suzanne, près de 2 millions de visiteurs succombent chaque année au chalet de Chamonix. Et bien sûr, ils n'ont pas tous les moyens de s'acheter un chalet haut de gamme. Alors ce sont les hôteliers qui profitent le plus de l'afflux saisonnier des amateurs de haute montagne, des randonneurs et des alpinistes. À Chamonix, il n'y a pas moins de 2000 chambres, réparties dans 60 hôtels. Et l'un des plus luxueux s'appelle le Hameau Albert Ier. C'est le plus prestigieux hôtel 5 étoiles de la ville. Et c'est aussi l'un des plus anciens, puisqu'il a ouvert ses portes il y a plus d'un siècle. Vous allez voir comment, malgré son grand âge, cet hôtel haut de gamme a pu se transformer et s'adapter aux exigences des touristes d'aujourd'hui, pour rester l'un des plus rentables de la ville. Poiré, ouais. Que tu fais en... Que je coupe en épinards. Ah ouais, d'accord. Ouais. Parce que les épinards, ça fait jamais bien. Je sais pas, tu mets des épinards, toi? Ben moi, j'en ai mis cette année à la maison pour la deuxième fois que j'en mets. Ouais. Ils étaient super. Ah ouais. On a mangé des épinards. Pierre et Denis Carrier ont une passion commune pour leur potager bio. Et le matin, on les trouve souvent en train d'entretenir leur plant d'épinards ou leur salade. Ce qu'il faut, c'est qu'elles sortent un peu de... Mais ces deux frères ne sont pas de simples maraîchers. Ils sont les propriétaires du Hameau Albert Ier, qui appartient à leur famille depuis 4 générations. Épinards fraises. Tous les deux ont démarré leur carrière dans les cuisines de l'hôtel avant de prendre les rênes de l'affaire. Je suis chef jardinier. Maintenant, je suis plus chef cuisinier parce que j'ai un cuistot qui est plus compétent que moi. Je suis apprenti cuisinier, chef jardinier et patron. Puis un peu tout aussi. Hein. Un peu menuisier, un peu électricien, un peu plombier. C'est un métier où il faut être polyvalent. Patron multitâche. Des patrons multitâches qui ont réussi à transformer en complexe hôtelier de prestige ce qui n'était au départ qu'une petite pension de famille. En 1903, il y a donc 110 ans, le petit village de Chamonix, qui comptait alors à peine 3000 habitants, voit arriver la voie ferrée. Avec les premiers trains débarquent les premiers touristes, des randonneurs et des alpinistes fascinés par le plus haut sommet de l'Europe. À l'époque, Joseph Carrier, l'arrière-grand-père de Pierre et Denis, possède une société de diligence. Face à la concurrence du train, il décide de changer de métier. Convaincu que le tourisme est désormais un marché d'avenir à Chamonix, il crée une petite pension, la pension du chemin de fer. À mesure que le tourisme se développe, la modeste pension grandit. Elle est devenue aujourd'hui un hôtel 5 étoiles, une réussite bâtie sur l'alliance entre luxe discret et respect du patrimoine chamoniard. C'est qu'ici, on a la maison originale telle qu'elle était en 1903.
la façade, la petite façade au milieu entre les chaînes d'angle en granit là. Ça, c'est la petite maison d'origine de l'hôtel. C'est une construction d'architecture complètement traditionnelle du pays à cette époque-là. C'est-à-dire encadrement en granit, chaîne d'angle, fer forgé au balcon. Aujourd'hui, le hameau Albert Ier n'a plus grand-chose à voir avec la pension de l'arrière-grand-père. La bâtisse d'origine a été agrandie et les nouveaux patrons ont acquis 1 hectare de terrain autour de la propriété. Un espace sur lequel ils ont poursuivi le développement de l'établissement. Et pour se développer dans le haut de gamme, tout en restant fidèles à l'esprit savoyard de leur aïeul, ils ont déplacé non pas des montagnes mais des chalets. Ces pavillons de bois sont d'authentiques chalets d'alpage, démontés et reconstruits à l'identique dans le parc de l'hôtel. C'est la dernière nouveauté de la maison, c'est un petit chalet qu'on a reconstruit lui aussi en vieux bois, qui est spacieux. Je trouve que dans un chalet comme celui-ci, on a une sensation de repos, de relax. On y est bien, c'est pas chargé, c'est zen et c'est vraiment très reposant. Pour passer la nuit dans ce nid douillet, comptez 1 400 €. C'est cher, mais ça marche. Et ce chalet, en fait, on en est vraiment content. On a vraiment de bons retours. On a eu aussi une bonne presse avec ce chalet. Et puis, on a déjà une clientèle en 1 an et demi qui veulent revenir ici. Donc ça, c'est quand même bon signe. Si Pierre est désormais le grand patron du hameau, il est aussi à l'origine de sa réputation gastronomique. Jusqu'en 2001, c'est lui qui dirigeait les cuisines. À l'occasion, il n'hésite pas à remettre son tablier. Ce soir, c'est pour un habitué qu'il repasse derrière les fourneaux, le pianiste André Manoukian. Impressionnant. J'ai un tablier pour toi. Un restaurant 2 étoiles ne souffre aucune approximation. Cette distinction, c'est la certitude de faire le plein, quels que soient les tarifs proposés. Alors il faut soigner ses plats et convaincre en permanence. Bonjour. Enchanté, André. André Manoukian va donc jouer les cobayes pour tester la dernière création du chef. C'est un filet de ferrade du Léman, pané au pain d'épices, maison, avec une purée de citron confit. Citron confit comme dans le Maghreb, sucré sel, là, avec des carottes confites au miel de bourgeon de sapin. Miel de bourgeon de sapin, ça c'est un peu une recette que je faisais moi avant Pierre. Miel de bourgeon de sapin étant pas vraiment un miel puisque c'est un sirop qu'on fait nous avec les bourgeons de sapin qu'on ramasse. La cuisine de l'hôtel n'utilise que des ingrédients très haut de gamme, de purs joyaux du terroir savoyard. Ah, tu mets côté épices. Attendez les mecs, j'ai une mission là. Cultiver l'esprit régional jusque dans l'assiette. C'est la stratégie des frères Carrier pour marquer leur différence. Le pianiste d'habitude si volubile reste sans voix. Est-ce que c'est bon? Cette nouvelle création figurera bientôt à la carte du restaurant pour un prix d'environ 60 €. Mais ouais, il le faut. Hein. Oui. Mais Pierre Carrier est allé plus loin. Pour développer ses affaires, il ne compte pas seulement sur son restaurant 2 étoiles. Pour attirer une clientèle plus modeste, en quête de plats traditionnels, il a créé un 2e restaurant, la Maison Carrier. Ici, on vient plutôt déguster les incontournables fondus, tartiflettes et recettes de gibier, dans une ambiance détendue, comme à la maison. La Maison Carrier, c'est marqué là. Allô, chef? C'est de la 15, s'il vous plaît. Les 2 plats du jour, ça marche. Malgré ses 5 étoiles, l'hôtel s'efforce de préserver l'esprit maison d'hôte. Cheminée, salaison et des prix plus abordables. Une formule qui fait mouche. Bon bah c'est pas une grande soirée, ça va pas faire complet, mais on va bien faire 80 couverts. Comment ça va? Rester assis. Vous allez bien? Bonsoir mademoiselle. Est-ce qu'elles sont bonnes ces pâtes? Bonsoir madame. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment ça va? J'ai pris bonne note. Bien. Alors la petite famille. Super, tout va bien, ouais, comme sur des roulettes. Entretenir la proximité avec ses clients, voilà comment Pierre Carrier a su développer l'établissement familial. Aujourd'hui, sa clientèle est à 80% composée d'habitués. Mais tous les hôtels de Chamonix n'ont pas la chance d'être des institutions plus que centenaires. Pour les autres, il faut souvent aller chercher les touristes beaucoup plus loin.
Depuis quelques années, dans les rues de Chamonix, une population de touristes un peu originale se mêle à la foule des amateurs de haute montagne. Des voyageurs venus de contrées orientales, et plus exactement des grandes métropoles indiennes. Et aussi étrange que cela puisse paraître, tous ces visiteurs se retrouvent dans 3 hôtels de la ville, 3 hôtels qui appartiennent au même groupe, le groupe de Blaise Engern. L'absinthe, c'est ça? Avec plaisir. Merci. Au revoir. Les hôtels de Blaise Engern comptent tous ensemble pas moins de 264 chambres. C'est tout simplement le plus gros employeur du secteur à Chamonix. Et depuis qu'il dirige l'entreprise, Blaise n'a qu'un objectif, remplir ces 3 hôtels toute l'année, y compris en période de creux touristique. Et alors, il est où mon tour leader? Ah, il est là, il est là. Alors il y a 10 ans, Blaise s'est lancé un incroyable défi, attirer à Chamonix une nouvelle clientèle, les familles de la classe moyenne indienne. Qu'est-ce que vous voulez bien qu'on fasse? Yes, no problem. Nous sommes trouvés sur le marché indien parce qu'ils allaient beaucoup en Suisse, voir la montagne suisse, et que ça nous semblait normal aussi de pouvoir les faire venir ici à Chamonix. Et puis maintenant, depuis 5 ans, on en reçoit ici sur le groupe Baisse-Mont-Blanc, on fait à peu près 6 à 7 000 nuitées d'Indiens par année. Et en réalité, si c'est en Inde que Blaise est allé chercher cette nouvelle clientèle, ce n'est pas vraiment un hasard. Grâce au fait que les vacances scolaires indiennes sont entre mi-avril et mi-juin, qui sont notre période creuse, ça nous permet évidemment de laisser nos hôtels ouverts et surtout de les remplir. Ces touristes indiens sont donc en vacances, avec leurs enfants, au moment où Blaise a le plus besoin de remplir ces 3 hôtels. Grâce à quelques tours opérateurs indiens, l'hôtelier a donc tout fait pour se faire connaître en Inde. Et aujourd'hui, la clientèle indienne représente 6% de son chiffre d'affaires, qui s'élève à 10,5 millions d'euros par an. Thank you very much. OK, have a nice dinner. Thank you. Thank you, have a nice dinner and see you tomorrow. Thank you. À Chamonix, on s'est habitué à voir des touristes indiens arpenter les rues. Un tourisme de masse qui visite la capitale de l'alpinisme pour savourer la vue sur le Mont Blanc. Mais aussi quelques spécialités occidentales moins exotiques. Regardez, là vous avez la poste et le casino. Blaise entend bien renouveler cette stratégie gagnante auprès d'autres pays. Il vise maintenant la nouvelle classe moyenne chinoise, qui pourrait elle aussi venir très vite goûter les charmes de la Savoie. Et faire à son tour le bonheur des commerçants locaux. Bonjour. Asseyez-vous, on va commencer. La stratégie de Blaise Engern profite à toute la ville, et particulièrement à ce restaurant, le seul restaurant indien de Chamonix. Aujourd'hui, Chamonix ne vit plus seulement grâce au tourisme sportif, mais de plus en plus grâce à ses vacanciers, à la recherche de dépaysement et de grands paysages. Pour en attirer toujours davantage, les industriels du tourisme ont compris qu'il fallait que leur principale attraction, le Mont Blanc, ne soit pas seulement réservée aux alpinistes et aux randonneurs chevronnés. Alors vous allez le voir, ils ont trouvé le moyen de mettre le Mont Blanc à la portée de tout le monde, y compris des feignants. Depuis l'explosion du tourisme de masse dans les années 50, Chamonix cherche à tirer profit de sa situation géographique. La station n'a qu'une seule idée en tête, prouver qu'elle possède la meilleure situation possible pour admirer le toit de l'Europe. Et pour cela, elle a un atout maître, un site exceptionnel, niché à plus de 3800 mètres, et qui offre la plus belle vue sur le Mont Blanc, l'aiguille du Midi. Très tôt, la ville a compris l'intérêt d'y développer une attraction majeure. Alors en 1955, elle construit un téléphérique unique au monde. Une véritable prouesse technique qui permet d'acheminer chaque jour près de 6000 touristes à 3842 mètres d'altitude. Et ce en 20 minutes seulement. Avec 840 000 touristes annuels, le site de l'aiguille du Midi est le plus visité de toute la région. Une extraordinaire machine qui génère 14 millions d'euros de chiffre d'affaires pour la Compagnie du Mont Blanc, propriétaire de toutes les remontées mécaniques de la vallée. Et pour garantir son succès, les responsables du site ont mis en place une organisation d'orfèvres. Et surtout, il ne manque ni d'idées, ni d'audace. 6 heures du matin. Ok, bon ben je donne la confirmation d'ouverture à la caisse. Dans la gare de départ vers l'aiguille du Midi, les équipes techniques sont sur le pied de guerre.
Comme tous les jours, elles doivent acheminer plusieurs tonnes de denrées et matériel en haut du site. Tout le ravitaillement pour la restauration, l'eau pour les besoins quotidiens, à peu près entre 1000 et 4000 litres par jour sur les grosses affluences. Donc là, on fait le réassort tous les jours, aussi bien pour la restauration que pour nos besoins communs. Le problème de l'aiguille du Midi, c'est que l'espace y est compté. Là-haut, pas de stockage possible. On a préféré garder le plus de place pour les visiteurs. Alors pour approvisionner les 2 restaurants et la boutique de souvenirs, ce sont des dizaines de cartons qui prennent le téléphérique tous les matins avant l'ouverture au public. Les équipes se relaient jour et nuit pour assurer la gestion et la maintenance du site. La nuit s'est bien passée, hein. Conditions météo. Un peu d'air en arrivant. Un petit peu d'air, mais ça fera tout. Une fois sur place, les équipes ont moins d'1 heure pour préparer le site avant l'arrivée des premiers visiteurs. Pas la vue depuis votre bureau. C'est pas mal, ouais. Pour fonctionner, le site a besoin d'une 60aine d'employés. On arrive à se rendre compte de... On voit bien toute la vallée. Accueil, sécurité, à une telle altitude, rien ne doit être négligé. En bas dans la vallée, il y a déjà foule devant la gare de départ. Les touristes viennent du monde entier pour s'offrir le voyage vers les cimes chamoniardes. Et parmi eux, il y a Nicolas, François, Jérôme et Julie, 4 vacanciers de 25 ans originaires du Tarn. Aujourd'hui, comme 5000 touristes, ces étudiants vont s'offrir l'ascension vers l'aiguille du Midi. Ah ben voilà. On va partager en 4 s'il vous plaît. 188,40 € pour 4 personnes. 45 € et quelques, 90. C'est cher ? Disons que pour ce que l'on va voir, c'est accessible, mais bon, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir un demi-tarif ou par rapport à notre âge peut-être, 25 ans pour la plupart. La note est salée, mais elle est vite oubliée. Go, 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 go! Car une fois dans les télécabines, les touristes survolent un paysage de rêve. Le voyage vers les cimes dure une vingtaine de minutes. Puis les visiteurs sont accueillis dans la gare d'arrivée. Elle est nichée à 3776 mètres. On grimpe pas? À cette altitude, le froid n'est pas le seul problème. Le manque d'oxygène lui aussi se fait cruellement sentir. Alors l'expérience t'a donné quoi? Oh, on est soufflé, hein. Le souffle est court, mais les yeux sont grands ouverts. Car ce qui fait le succès de l'aiguille du Midi, c'est d'abord ce panorama exceptionnel, que les touristes peuvent admirer sur les différentes terrasses du site. Sans effort ou presque, on peut dominer les Alpes et profiter des charmes de la montagne. On voit le Mont Blanc du Tacul, le Mont Maudit, à peine un peu dans les nuages, Mont Blanc pas du tout. Montre-nous la cheminée. Cheminée, là, la petite cheminée qu'il y a là et juste en face de nous. Ouais. Et après, refuge Valo. Et comme on a choisi un super bon jour pour venir... Ben, on aurait dû venir le matin, hein, je te l'avais dit. Mais le clou du spectacle se trouve encore un peu plus haut. C'est la terrasse supérieure, quelques dizaines de mètres carrés que les touristes peuvent atteindre grâce à un ascenseur, creusé à même la roche. Mais pour Nicolas et ses amis, surprise, pour accéder à l'ultime sommet du site, il faut encore passer à la caisse. 3 € de plus par personne. Sur le toit de... Non, pas de l'Europe, pas encore. 3 € qui s'ajoutent donc aux 46 de la montée en téléphérique, soit pas loin de 50 € au final pour dominer Chamonix. Et pour ce prix-là, le spectacle n'est pas garanti. La compagnie du Mont Blanc fixe les tarifs, mais elle ne commande pas la météo. C'est embêtant là. Ouais, c'est un peu embêtant, ouais. Comme souvent en montagne, le temps peut se dégrader très rapidement. Ce jour-là, c'est forcément très frustrant pour les touristes. On est là une semaine, donc forcément on va faire d'autres activités. C'est prévu dans le pack et on se rend compte au jour le jour qu'on rajoute de plus en plus d'argent pour justement faire des activités ludiques.
Et effectivement, 45 € c'est quelque chose, sachant qu'on n'est pas bête, on n'est pas dupe, ils se font quand même beaucoup d'argent avec ce genre d'attractions, donc on se dit qu'on pourrait quand même avoir des réductions, par exemple en saison pleine, ou pour les familles, pour les jeunes qui ont moins de 25 ans, ou des choses comme ça. En même temps, on est français, et donc on a aussi ce réflexe de se plaindre, même quand on a le sourire aux lèvres, c'est aussi une façon d'être, donc voilà. En cas de vent ou d'orage, il arrive que le site soit totalement fermé. Un jour de fermeture en pleine saison, c'est un manque à gagner de 250 000 € pour la Compagnie du Mont-Blanc. Alors cela reste exceptionnel. Tant pis pour Nicolas et ses amis. D'autant que lorsque les nuages gâchent la vue, il n'y a pas grand-chose à faire de plus sur le site, en dehors de ce petit musée et de l'unique magasin de souvenirs, le plus haut d'Europe. La boutique est toute petite, seulement 25 mètres carrés. Mais ici, l'espace vaut de l'or. D'après nos informations, la Compagnie du Mont-Blanc le loue aux commerçants pour plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Ici, on trouve les habituels bibelots qui font plaisir aux touristes, gadgets, vêtements, vaisselle, porte-clés et même des préservatifs. Rien qui sorte de l'ordinaire, mais pour les clients en grande majorité étrangers, pas question de redescendre sans ramener un souvenir de leur ascension. 17,50 € s'il vous plaît. Des petites choses, les porte-clés, manettes, beaucoup de cartes postales, vous en avez peut-être vu aussi. Surtout une manette, ouais. S'il vous plaît, combien l'assiette décorée? La petite? Je vais vous montrer. 6,50 €. À la caisse, Barbara et Lydia voient défiler plusieurs centaines de clients chaque jour. Leurs meilleures ventes, ce sont les objets à petit prix. Mais le magasin réalise quand même 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Les gens, ils trouvent le côté authentique. Voilà, le fait d'avoir acheté à 3842, ça juge, quoi, oui. Et je pense qu'il y aura beaucoup de boutiques qui aimeraient bien être à notre place aussi, parce que bon, on a quand même beaucoup de passages. Sans doute gagnés par l'ivresse de l'altitude, les touristes dépensent sans compter. Une situation privilégiée que partage la cafétéria. Au-dessus du vide, les visiteurs viennent se réchauffer à l'abri du vent d'altitude. Fréquentation et vente garantie. Bonne visite, à tout à l'heure. Les loyers reversés par les commerçants et l'argent de la billetterie, voilà donc ce qui fait vivre l'Aiguille du Midi. Et si les prix sont plutôt élevés, c'est parce que l'isolement du site, ses 60 employés et les normes de sécurité draconiennes imposent des coûts de fonctionnement importants. L'ennui, c'est que faute de place, aujourd'hui, le site est saturé. Alors la Compagnie du Mont-Blanc, qui en est propriétaire, a élaboré un projet pharaonique pour augmenter encore un peu plus son chiffre d'affaires. Sur ces images de synthèse, on peut déjà visiter le site tel qu'il devrait être réaménagé dans quelques années. Des attractions à sensations vont voir le jour, notamment un parterre de verre qui donnera la sensation de marcher au-dessus du vide, et un couloir en tube le long d'une paroi à pic pour se donner le vertige. Un investissement de 7 millions d'euros qui demandera 3 ans de travaux. Seul impact pour les visiteurs, pour faire face aux travaux, la Compagnie du Mont-Blanc a annoncé qu'elle allait augmenter le prix du billet de 2 € pour la 2e année consécutive. Le toit de l'Europe est donc une manne inépuisable pour Chamonix. Mais il ne faut pas oublier que tout a commencé par un exploit sportif, l'exploit de 2 grimpeurs, Michel Paccard et son guide, Jacques Balmat, qui en 1786 ont réussi la toute première ascension du Mont-Blanc. Aujourd'hui encore, l'alpinisme demeure le cœur de l'activité économique de la vallée. À l'origine, ce sont les paysans des environs de Chamonix qui se sont improvisés guides pour les premiers alpinistes. Mais avec l'afflux toujours plus important de touristes, le métier de guide de haute montagne s'est professionnalisé au XIXe siècle. Et la Compagnie des guides de Chamonix est née, la toute première de ce genre au monde. 2 siècles plus tard, la compagnie est toujours là,
elle continue de centraliser les demandes et elle assure plus de 8000 courses par an avec près de 250 guides chevronnés. La Maison de la Montagne à Chamonix est le chalet vers lequel convergent les touristes pour s'offrir l'escalade de leurs rêves. Non, j'ai juste cherché des renseignements pour l'ascension du Mont Blanc. L'ascension du Mont Blanc, pour l'été prochain? Pour l'été prochain, c'est ça. Donc le principe, on va plutôt vous orienter sur les stages qui vont vous préparer techniquement à l'ascension du Mont Blanc. Donc le principe sera le même l'année prochaine. 3 jours préparatoires. L'escalade du Mont Blanc, c'est un tiers des demandes pour la compagnie des guides. Et la plupart des clients sont comme celui-ci, des grimpeurs amateurs. L'envie tout le temps de repousser ses limites, de faire des nouvelles choses et de voir d'autres choses. Le Mont Blanc est une montagne relativement facile à gravir. Un amateur peut réussir s'il est dans un bon état sportif général, s'il s'impose un peu d'entraînement et s'il engage les services d'un guide qualifié. C'est ce qui permet à la compagnie des guides d'attirer le grand public vers les cimes. Elle propose notamment un stage de 5 jours, incluant une initiation aux rudiments de l'alpinisme. Prix de la course, environ 158 € par personne, en fonction du parcours. C'est le best-seller de la compagnie, et c'est cela qui fait vivre la plupart des guides de la ville. Parmi eux, Yves Ancrenat. Depuis une vingtaine d'années, ce Savoyard pur jus est guide de haute montagne. Guide est une profession libérale, et la plupart de ses clients, Yves les trouve tout seul. Il lui assure en moyenne 200 jours d'activité par an. Mais quand il a une période de creux dans ses plannings, comme tous les guides, il peut se rendre à la compagnie. Ici, on attribue à tour de rôle les courses vendues, selon un système qui gère la distribution équitable des expéditions en montagne. Donc là, c'est marqué privé sur la porte, c'est là où le travail est distribué aux guides. Voilà. Et les caméras et les appareils photo ne sont pas les bienvenus, donc on va laisser. Et souvent, à l'issue du tour de rôle, les guides décrochent le grand classique, sans surprise. Eh ben, écoute, j'ai pris un stage Mont Blanc pour la semaine prochaine. Voilà. Et donc je rencontrerai mes clients le lundi matin pour faire une école de glace. Les stages Mont Blanc débutent systématiquement par 3 jours de formation intensive. Marche en haute montagne, crampons aux pieds, rudiments d'alpinisme, des conseils indispensables avant de prendre le départ vers le sommet mythique. Car attention, même si ces expéditions se sont largement démocratisées, elles restent dangereuses. Et malgré toutes les précautions prises, chaque année on déplore des morts dans l'ascension. Alors avant chaque départ, Yves rappelle à ses clients les consignes de base. Donc sur l'arête, là, comme il y a quand même pas mal de vent, essayez de bien les gants, le bonnet, le casque qu'on mettra après. Là, pour l'instant, on n'a pas besoin. Mais le but du jeu, c'est quand même de pas avoir froid, hein, parce que le vent est fort. Vous voulez un coup de main pour les crampons, tout ça c'est fait? Ouais, j'ai vérifié. Pour ce job en haute altitude, Yves est payé 305 € par jour. Un tarif à la hauteur des risques encourus. D'autant que pendant toute la randonnée, Yves est le seul garant de la sécurité de ses clients. T'as oublié les lunettes? On y va? Allez, alors là, après vous changez votre piolet de main. Crêtes étroites, manque d'oxygène. L'ascension vers le toit de l'Europe n'est pas qu'une partie de plaisir. Et ce jour-là, Yves et ses protégés vont rencontrer un des problèmes qui devient de plus en plus fréquent en haute saison. La piste très étroite est totalement encombrée. On va attendre là qu'il passe. Attends. Ouais, attends une minute parce qu'en fait quand on croise là comme ça comme c'est un peu dangereux, on va attendre 2 secondes. Situation surréaliste. À 3500 mètres d'altitude, ça bouchonne. Des dizaines d'alpinistes se croisent. Là encore, il faut rester vigilant à la sécurité. On écarte bien ses pieds, toujours pareil. Ce jour-là, le soleil rayonne.
Mais c'est précisément dans ces conditions météo que les risques d'avalanche sont les plus élevés. Et quand un danger menace, les guides sont seuls maîtres de leur décision. Ce jour-là, justement, Yves va décider de renoncer au Mont Blanc. Les risques d'éboulement neigeux sont trop grands. Cela arrive fréquemment puisque seule la moitié des cordées arrivent au sommet. Et dans ces cas-là, les guides proposent une course de substitution sur une arête rocheuse. Les risques sont limités et la déception des clients atténuée. Voilà, c'est Yves là. Eh ben, ça s'est très bien passé. Écoute, il y a moins de vent que prévu et les conditions sont un petit peu hivernales, mais en fait il fait pas si froid que ça. Il n'y a pas un nuage, mais il y a beaucoup neigé hier. Il y a eu beaucoup de vent pendant la nuit, donc du coup on s'adapte aux conditions. Les conditions du moment font que ça soit très avalancheux. Donc il faut rester sur des courses d'arête où effectivement il y a moins d'accumulation de neige. Yves sait que la déception des clients est grande quand ils doivent renoncer au Mont Blanc. C'est pour s'offrir ce rêve qu'ils ont payé. Mais face au danger de la montagne, pas question de prendre des risques inconsidérés. On essaie de leur inculquer un minimum de connaissances montagnardes, de connaissances techniques, pour que justement ils viennent ici et que le Mont Blanc, ça ne soit pas un produit consommable. Le Mont Blanc, ça se mérite, et le Mont Blanc, c'est une vraie affaire d'alpiniste. Petite consolation, Yves a maintenu le grand classique de la course en haute montagne, la nuit au refuge. Ce soir, direction l'un des plus célèbres de la région, les Cosmiques. Bonjour. Alors, quel est le programme? c'est la nuit ici, je crois. En même temps, vous n'avez pas tellement le choix. On a raté. J'ai donné le dortoir guide. Le refuge des Cosmiques est situé sur l'une des voies principales d'accès vers le Mont Blanc. Un confort spartiate où l'intimité est accessoire. Donc vous êtes dans le dortoir Jean Munier et de 7 à 10. Donc 7 à 10, c'est tout ce qu'il y a là en bas. Voilà. Pour 57 € la nuit, repas compris, on ne fait pas dans le détail. Les clients sont 12 par chambre, et ici, pas de douche possible. Construit sur une arête, à 3613 mètres d'altitude, le refuge des Cosmiques accueille près de 10 000 alpinistes par an. Dans la région, on trouve une trentaine d'endroits comme celui-là. Ils sont tous gardés par des responsables comme Laurence Cantet, qui a 43 ans. Depuis 20 ans, elle gère les 600 mètres carrés et les 148 places du bâtiment. Une mission qui exige une grande organisation et une certaine polyvalence. Les repas, la gestion des lits ou des stocks de nourriture, Laurence garde un œil sur tout. Alors elle fait au plus simple. Ici par exemple, c'est plat unique et pas de réclamation possible. Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir là, Laurence? Ce sera des lasagnes avec des courgettes. C'est un plat unique. On fait seulement après un petit peu différemment pour les végétariens, les allergiques au gluten, aux œufs, les allergiques à tout. Depuis son nid perché en haut des cimes, Laurence a une situation privilégiée qui intéresse les guides de la vallée. Du coup, elle est régulièrement sollicitée pour jouer les Miss Météo. Les Cosmiques Montfort. Il est tombé entre 15 et 20 cm il y a 48 heures, mais les températures restent relativement froides. Donc il y a Midi-Plan qui s'est fait, il y en a qui partent sur la Tour Ronde, il y en avait par contre au Triangle, mais ils redescendaient en rappel dans la Chérée. C'est bien que les gens se renseignent, ça leur évite de faire des choses qui soient pas aberrantes, mais pas très réfléchies, quoi. Dans un refuge, la principale difficulté, c'est l'acheminement des réserves. Pendant la saison, il faut environ 25 tonnes de ravitaillement, soit une cinquantaine de rotations d'hélicoptères. À raison d'1 € par kilo transporté, Laurence doit donc payer près de 20 000 € par an pour assurer ses réserves. Là, par contre, il y a du boulot. On continue sur la farine, Isa, comme ça tu me dis, et puis moi je note. Régulièrement, elle descend faire le point sur le stock de nourriture. Tout l'enjeu pour elle, c'est de commander la juste quantité de provisions. Ni trop, ni trop peu. Donc ça,
Après, on va compter là les poires. On ne sait jamais de quoi demain sera fait au niveau météo ou conditions de la montagne. Et du coup, c'est donc où on fait un volant assez large et on se retrouve un peu comme cette année avec une fréquentation moindre, donc trop. Donc on a payé les rotations à la montée et maintenant on va repayer des rotations à la descente pour ne pas perdre de la marchandise. La gestion n'est pas simple, car le nombre de clients dépend entièrement des conditions météo. Résultat, les prix pratiqués en altitude sur les petits extras réclamés par les clients sont ici 20 à 30% plus chers que dans la vallée. On va prendre 5 bières. Vous pouvez les mettre sur la note. Ce soir, le bar tourne à plein régime. Pour Laurence, c'est plutôt bon signe, car son salaire varie en fonction du nombre de clients. Quand la météo est clémente, le refuge affiche complet. Dans ces cas-là, Laurence fait parfois des journées de 22 heures. Et elle doit redescendre dans la vallée tous les 7 jours pour se reposer. En moyenne, ses revenus s'élèvent à 2 000 € par mois sur toute l'année. Au niveau du salaire, c'est indexé sur la fréquentation. Donc il y a des années qui sont bien, et puis il y en a d'autres qui sont bien moins bonnes comme cette année. Mais après, comme on dit, on est dans un super cadre. On est avec des gens vraiment, pour la plupart, super sympathiques. Et puis ça, c'est une vraie richesse. Ça. Il est bientôt minuit. Tous les clients sont couchés. Mais Laurence, elle, est encore debout. Elle range et ferme la cuisine avant de rejoindre son lit, qui se trouve en mezzanine, juste au-dessus de la salle commune. Ça y est, c'est fini. Ouais, toutes les journées ont une fin. C'est pour mieux attaquer le lendemain matin. Et même la nuit, Laurence garde un œil sur son refuge, du haut de sa mezzanine. Un coin rien qu'à elle. Et petit privilège de la patronne, elle a la télévision. Ce qui n'est pas désagréable de temps en temps. À peine 5 heures plus tard, Laurence est déjà sur le pied de guerre. Les alpinistes les plus matinaux attendent leur petit déjeuner. C'est la règle à la montagne, se lever tôt pour assurer sa course dans la journée. À la lueur des lampes frontales, les premières cordées se préparent. Dans quelques minutes, elles vont affronter les glaciers du massif et savourer la beauté éternelle de ce site hors du commun qui a couvert d'or toute la vallée de Chamonix.